Explosion sous contrôle, c'est le sujet de notre Science on tourne d'aujourd'hui. Et nous sommes à l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Pour développer ce sujet, je vous propose de rencontrer Stéphanie Freitag, Muriel Thiraud et le professeur Serge Walter, tous les trois enseignants-chercheurs au sein du groupe Sécurité et écologie chimique. Nous sommes ici à l'école de chimie de Mulhouse, dans le laboratoire sécurité, dans lequel on fait plusieurs manips pour les industriels, notamment des manips d'explosion de poussière, des explosions chimiques et des études de stabilité des stocks. Donc mon parcours, je suis enseignant-chercheur à l'école de chimie, j'ai fait l'école préparatoire à Belfort et j'ai fait une thèse ici aussi dans le laboratoire. Et j'enseigne de la biologie, de la toxicologie, de la chimie analytique et de la sécurité, bien évidemment. Dans le laboratoire sécurité, le groupe sécurité écologie chimique, nous sommes 3 personnes, Serge Walter, le directeur du laboratoire, Muriel Thiraud et moi-même. Le rôle principal du laboratoire, c'est de pouvoir sensibiliser les industriels et les élèves ingénieurs à tout ce qui est risque et sécurité dans les manipulations chimiques, dans les stockages, mais également tout ce qui est explosion, tout ce qui est prévenir et remédier les accidents. Donc une fois que ça s'est passé, essayer de faire des retours d'expérience, de partager ces retours d'expérience. Et donc tout au long de cette présentation, on va pouvoir vous expliquer ce que c'est qu'une explosion, comment ça se produit et comment ne pas produire une explosion. Donc comment l'éviter et essayer de mettre tout en œuvre pour que cette explosion ne se produise pas. La définition d'une explosion, c'est un peu complexe à donner puisqu'il y a plusieurs types d'explosions. On va en voir 2 dans le film. On va voir une explosion de poussière et on va voir une explosion chimique qu'on appelle aussi emballement chimique. Une explosion comme une explosion de poussière ou une explosion classique comme on les connaît, c'est une transformation rapide de matériaux qui peuvent être solides, qui peuvent être liquides ou gazeux, en des gaz qui vont prendre beaucoup de place, qui vont donner naissance à des pressions, à des surpressions, à des vitesses, qui vont projeter des choses, des objets à des grandes vitesses qu'on appelle missiles aussi. Et c'est tout ça qui fait ce que c'est qu'une explosion de gaz ou explosion de poussière. Un emballement chimique, c'est un peu différent parce que c'est une réaction chimique dont on perd le contrôle. On n'arrive plus à la maîtriser, qui va s'emballer et qui va sortir du réacteur, qui va sortir de la coupelle et qui va projeter elle aussi des choses solides, des choses liquides, qui va éventuellement également aussi faire des gaz et faire des surpressions, mais en tout cas provoquer beaucoup de chaleur. Je vous propose maintenant de regarder la première expérience, une explosion de poussière. C'est Muriel Thiraud qui va vous la faire, mais avec beaucoup de prudence parce qu'une explosion de poussière, ça tient à rien. On va réaliser un test d'explosion de poussière à l'aide de l'appareillage suivant qui s'appelle le tube de Hartmann. Et tout ceci nous permettra de voir si la poudre est explosive ou pas. Et dans quelle limite. Donc on peut déterminer grâce à cet appareillage la limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure d'explosivité d'une poussière. Donc ici on va peser à peu près 1,5 g de farine pour faire notre test d'explosion de poussière. On va déposer cette farine dans la petite coupelle qui est là, en répartissant de façon homogène tout autour. On met en place les électrodes qui vont créer notre source d'ignition. Et le clapet qui va nous permettre de voir la puissance de l'explosion. Suivant la puissance de l'explosion, le clapet va se soulever plus ou moins en fait, et on pourra déterminer comme ça si c'est une explosion violente ou moyenne ou sans explosion du tout. On remet le capot de protection devant. Donc ici j'allume les électrodes, on voit qu'il y a une étincelle entre les 2 électrodes, donc un passage de courant. Ça nous permettra d'avoir une source d'ignition pour pouvoir voir si on peut faire une explosion de poussière. Nous allons maintenant mettre en suspension la farine qui a été déposée dans la coupole.
pour voir si on va avoir une explosion de poussière ou pas. Et donc là, vous avez vu que l'explosion est violente puisque le clapet s'est beaucoup ouvert en fait. Vous venez de voir une explosion de poussière faite à base de farine. Alors on a un petit peu triché parce qu'on a fait dessécher notre farine pour que ça explose mieux. Donc pas de risque d'avoir une explosion de poussière de farine dans la cuisine, même en faisant les brédélés. Par contre, en milieu industriel, dans une minoterie par exemple, quand on sèche les farines, effectivement là on risquerait d'avoir une explosion de poussière, ou bien dans le pétrin du boulanger parce qu'il manipule une quantité de farine beaucoup plus importante qui n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que celles qu'on a à la maison. En France, il faut savoir qu'il y a une explosion de poussière tous les 3 jours. Elles ne sont pas mortelles heureusement, mais elles peuvent entraîner des dégâts. Nous venons de voir une explosion de poussière, à contrario de l'explosion chimique due à un emballement thermique que vous allez voir maintenant. Nous allons réaliser ici une réaction qui va s'emballer, un emballement chimique. On va donc mélanger 2 produits qui vont faire une réaction qui va démarrer très lentement au départ, qui va s'accélérer et qui va s'accélérer tellement qu'elle va donner une explosion chimique. Donc maintenant, je vais commencer par prendre un oxydant, c'est-à-dire un composé chimique qui contient beaucoup d'oxygène. Je vais en mettre quelques cuillères, quelques spatules. Je vais mettre par-dessus un autre composé chimique qui, lui, adore l'oxygène, qui est un réducteur. Donc ce qu'il va faire quand il va être en contact avec le composé qui contient de l'oxygène, il va chercher à lui piquer, à lui prendre, et on va faire une réaction d'oxydoréduction. C'est un liquide, il a été placé au réfrigérateur juste avant de commencer la manipulation. Donc, je vais placer ça là-dedans parce que ça va chauffer et je vais recouvrir avec la cloche en verre. Voilà, je vais fermer la Sorbonne. Ce qui est en train de se passer, c'est que la réaction, même si on ne voit rien, est en train de se produire lentement. Les 2 composés agissent, donc l'un va attraper l'oxygène de l'autre, va lui prendre. Forcément, cette réaction va dégager de la chaleur. Et comme le principe de la cocotte minute, plus ça chauffe, plus ça va vite. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques bulles qui se dégagent, preuve que cette réaction est en train de se faire et de s'accélérer. Ce qu'on voit, c'est les résidus de la réaction. Donc on a du liquide qui est encore extrêmement chaud, il y a des fois il brûle encore à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a mis une coupelle en céramique pour ne pas faire fondre le bac de rétention. Et on a les résidus de la réaction qui forment une sorte de caramel ou de quelque chose de très solide à l'intérieur encore. Cette expérience, elle illustre parfaitement le fait qu'une réaction va 2 fois plus vite quand on augmente la température de 10 degrés. Tout le monde connaît le principe de la cocotte minute. Quand on cuit un chou-fleur dans une casserole normale, il cuit à 100 degrés, température d'ébullition de l'eau. Si on le met dans une cocotte minute, avec le couvercle de la cocotte minute, on monte en pression et donc l'eau à l'intérieur ne bout plus à 100 degrés, mais entre 110 et 120 degrés. Ce qui fait que votre chou-fleur va cuire non plus à 100 degrés, mais 10 à 20 degrés au-delà de la température de cuisson normale. Donc il va cuire entre 2 et 4 fois plus vite. Donc en 20 minutes, votre chou-fleur à la cocotte minute, il est prêt. Dans une réaction chimique, c'est exactement pareil. Si vous augmentez votre réaction de 10 degrés, la vitesse double. Si la vitesse double, votre réaction qui est, elle, produit de la chaleur, va produire de la chaleur encore plus. Vu qu'elle produit de la chaleur encore plus, le phénomène s'accélère encore. C'est à ce moment-là qu'on a un emballement thermique, qu'on peut avoir une explosion. Le plus dangereux dans ce type de réaction, c'est le temps de latence qu'on a, c'est-à-dire le moment pendant lequel il ne se passe rien. Et pendant ce temps où il ne se passe rien, ce qui est extrêmement dangereux, comme un pétard, on a l'impression qu'on vient de l'allumer
il ne se passe rien, on ne voit pas de fumée, il n'y a pas de phénomène. On se dit, ça a raté, je vais ouvrir ma Sorbonne, je vais enlever les protections, je vais aller touiller un petit coup, et c'est à ce moment-là que la réaction s'emballe et que se produisent des graves accidents, que ce soit pour les réactions chimiques ou les feux d'artifice ou les pétards. Le laboratoire était spécialisé au départ, dans les années 80, il a été créé à la demande d'industriels bâlois parce que justement ce type de phénomène arrivait, je ne vais pas dire fréquemment, mais assez souvent dans leurs installations. On avait des réactions qui commençaient à s'emballer, on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas comment, mais en tout cas on avait des élévations de température qu'on arrivait à maîtriser, heureusement, assez souvent. Mais il fallait savoir, comprendre le pourquoi du comment, il a fallu étudier les réactions. Donc là, on a été jusqu'au bout dans cette explosion chimique, on a pu voir la finalité, l'explosion, le dégagement de gaz, le dégagement de chaleur et les projections qu'on a partout. On a d'autres appareils dans le laboratoire qui nous permettent de ne pas aller jusqu'au bout et d'étudier petit à petit chaque étape de cette explosion. Donc on peut avoir de toutes petites quantités dans des tout petits creusets qu'on va chauffer petit à petit, qu'on va maintenir à des températures et on va regarder ce qui se passe petit à petit. Si on voit les températures s'élever, immédiatement on va refroidir et comme on a des toutes petites quantités, le refroidissement est largement suffisant pour éviter qu'on ait cet emballement jusqu'à la phase finale. En résumé, l'objectif de notre laboratoire, c'est de sensibiliser nos élèves ingénieurs, les industries, les entreprises, mais également les gens dans leur vie quotidienne, de tous ces petits risques ou ces gros risques dont on ne soupçonne pas l'existence, et donc de minimiser au maximum les risques d'accident. Dans notre laboratoire, nous sommes actuellement 3 permanents, je dirais, dont 2 réellement enseignants à temps plein, un ingénieur d'études qui enseigne également pour des spécialités qui correspondent à la sécurité industrielle. En fait, la personne en question était une ancienne employée d'industrie, donc qui a connu la sécurité de l'intérieur du terrain. Nous, les enseignants purs et durs, je dirais, Madame Freitag et moi-même, eh bien, nous avons la formation, je dirais, universitaire. Nous connaissons bien la chimie. Bien sûr, content d'avoir innové quelque chose, d'avoir pu contribuer à aider les gens à monter ce qu'ils souhaitaient monter. Je ne sais pas s'il s'agit de fierté. Je crois que ce n'est pas une fierté. Si, peut-être la fierté d'avoir fait mon travail. Et je pense que c'est là l'essentiel. Tout le reste, ma foi, on verra si on a gagné notre pari. La diversité des risques s'accentue certainement un peu. Je dirais, on les maîtrise de mieux en mieux. Par contre, c'est sûr qu'au fur et à mesure que l'on met en œuvre des matériaux nouveaux, de plus en plus complexes, avec des produits dont on ne connaît pas encore forcément tous les dangers, chaque fois qu'on introduit quelque chose de neuf, on introduit des dangers qu'il faut débroussailler. Et vous savez, on ne peut apprendre que par accident. Parce que si les choses marchent bien, c'est en fait qu'on savait comment les faire marcher et qu'on n'a rien à apprendre. Par contre, quand ça tourne mal, et là il faut prier pour que ça ne tourne pas trop mal, eh bien ma foi on se rend compte qu'on avait oublié quelque chose. En cherchant ce qu'on a oublié, on le corrige, et la même chose ne doit pas arriver une deuxième fois. Qu'elle arrive la première fois, c'est presque inévitable, la seconde fois, c'est criminel. De toute façon, chaque entreprise est un cas particulier, à la fois par les matériaux qu'ils manipulent, mais aussi par les procédés qu'ils mettent en œuvre. Chaque procédé a ses impératifs absolus. Tout diffère d'une entreprise à l'autre, et donc si la base des cours est la même, la façon dont les enseignements se déclinent dans les différentes actions à mener par l'entreprise sont totalement différentes d'une entreprise à l'autre. Alors notre laboratoire existe de fait depuis 1994. En 1996, il a reçu son nom définitif actuel qui s'appelle le groupe Sécurité et Écologie Chimique, avec un S à chimique parce qu'il concerne les deux. Et donc sa forme actuelle, plus orientée vers l'enseignement, c'est, je dirais, depuis 2008 à peu près. Depuis que nous faisons ça, ben, ma foi, la plupart des choses qu'il fallait savoir sur les réactions ont été bien défrichées par les équipes de sécurité qui faisaient partie de nombreuses entreprises qui ont travaillé sur ce domaine. Et donc le centre d'intérêt s'est un peu déporté depuis les produits vers la mise en œuvre des procédés et la remédiation lorsqu'un procédé dérive mal, savoir comment faire pour attraper quelque chose qui est parti dans les choux. Aujourd'hui, vous avez eu la chance de pouvoir voir 2 phénomènes explosifs. D'abord une explosion de poussière, ensuite un emballement réactionnel. Et je pense que cela suscitera en vous un certain nombre de questions que je suis totalement prêt à discuter avec vous, par leur aspect surprenant, par tout ce que cela implique lors du passage en grand dans une entreprise, etc. etc. Donc allez-y, et puis je suis à votre entière disposition. Ne vous retenez pas, on peut y aller ensemble et on se connaît suffisamment pour qu'il n'y ait pas de tabou entre nous.